Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 22e réunion du club. On est de retour après un petit mois de pause. Et comme d'habitude, je suis avec Laure. Hello. Léa. Coucou. Laetitia. Coucou. Et Marie. Salut. Alors, on a fait plein de choses pendant ce mois de pause. On est parti pour Léa en Laponie, pour Laetitia t'étais partie en Norvège. Moi, je suis partie au Mexique et aux États-Unis. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu trop le temps de se retrouver pour enregistrer. Mais nous voilà de retour fraîches et disposes pour un nouvel épisode où aujourd'hui, on va parler du titre. Comment trouver le meilleur titre pour son livre. Avant ça, comme d'hab, on va parler de ce qu'on a fait pendant ces 2 mois, de nos actus, de là où on en est, de là où vous pourrez nous retrouver aussi en dédicace pour Laetitia et moi. On vous recommandera un contenu qui donne envie d'écrire et puis on passera donc à notre thème du jour. Alors, commençons par les actus. Déjà, Marie, récemment, il y a ta nouvelle que tu as publiée en ligne, que tout le monde peut aller lire, si tu veux nous en parler. Oui, donc du coup, c'est l'appel à texte de Cécile Duquesne de KPDP. Donc, que j'ai écrit en fin d'année dernière et que j'ai mise en ligne en accès libre en PDF, je crois que c'était en février. Donc voilà, avec un petit teaser fait maison. Et voilà. Donc, Ouais, le teaser vidéo est sur la chaîne YouTube d'ailleurs du podcast si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Et je sais pas les filles si vous l'avez lu. Oui. Franchement, il y a un twist au milieu de la nouvelle que j'ai pas vu venir du tout. Et c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien, je suis d'accord. Et en plus, c'est super bien mis en page et agréable à lire et tout. Donc franchement, foncez. C'est du travail de qualité. Petit bijou de travail sur la langue aussi, Marie, comme d'hab, et des trucs super drôles, des jeux de mots, des trucs bien trouvés et tout. C'était ouf. Ouais, je me suis bien amusée avec l'exercice du pastiche, en fait, que j'avais jamais vraiment fait. Et c'était très cool à faire. Et c'est aussi l'intérêt de faire des exercices sous contrainte, c'est que ça te fait travailler des choses vers lesquelles tu n'irais pas spontanément. Donc voilà, je peux dire au moins qu'en 2024, j'ai terminé quelque chose. Bah écoute, c'est génial. C'est plus que beaucoup d'entre nous peuvent en dire. Mais du coup, on vous mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et sinon, vous pouvez le retrouver, bien sûr, j'imagine en bio de ton compte Instagram, Marie. Et tu vas aussi partir en retraite d'écriture bientôt. Oui, alors je vais partir. En fait, j'ai trouvé un petit cottage paumé en France qui donne vraiment sur la nature sauvage. Apparemment, il y a des chevreuils, des cerfs et des faisans. Donc, je prends mon chat, ma théière et mon Mac et je vais écrire pendant une semaine. Et en fait, j'ai pas fait ça depuis 4 ans. La dernière fois que je l'avais fait, c'était dans une tiny house pour terminer Les Rumeurs d'Issard. Et j'ai vraiment envie de revivre ça parce que c'était vraiment très cool d'avoir juste une page d'écriture, pas trop d'accès à Internet et puis d'écrire, de marcher. Voilà, j'ai hâte. Et tu as un objectif précis d'un texte que tu voudrais terminer ou avancer? J'ai toujours le projet Chaussette qui, honnêtement, alors, tremble Brandon Sanderson, j'ai dépassé le cap des 200 000 signes. Mais bon, ça n'avance vraiment pas vite cette histoire. Mais ça avance quand même. Et j'ai pas spécialement d'objectif de signes parce que bon, je sais pas trop. En fait, j'aimerais bien la terminer en juin, mais je sens déjà l'échec. Donc voilà, j'avance, on verra bien. Voilà. Trop cool. Laure, tu n'as pas écrit, je crois, mais tu as participé au lancement d'un bouquin en particulier. Carrément. J'ai participé à pas mal de lancements de bouquins, mais en particulier, la fierté de ces dernières semaines, c'est qu'on a réussi à classer dans le top 15 un roman qui est paru sur sa semaine de parution. C'est vrai que c'était un gros challenge qu'on a tous bien relevé, toute l'équipe. Et donc, ouais. Enfin, pour en dire un peu quelques mots, moi, dans ma boîte, je suis responsable commercial et marketing. Et donc, c'était à la fois un challenge, en fait, sur lequel on bosse depuis
depuis longtemps, enfin depuis très longtemps si on va à l'édito, mais moi sur la partie commerciale sur laquelle on bosse depuis novembre avec notre partenaire diffuseur, depuis décembre avec les représentants qui sont allés tourner. On a fait de la PLV, donc un présentoir en carton pour les lieux de vente. Enfin, l'objectif premier, c'était vraiment de maximiser la visibilité du roman à sa sortie. Donc c'est vraiment d'avoir le plus de bouquins possible en librairie en fait à la sortie, d'essayer de dealer avec les différentes enseignes des mises en avant. Donc ça se passe via le diffuseur, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et sur la partie marketing, après, c'était aussi d'organiser un lancement le plus massif possible et d'essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas passer à côté du bouquin. Donc on a fait notamment une campagne d'affichage de toute beauté dans les couloirs du métro parisien, dont on était hyper fiers. On a fait de l'achat média, notamment dans le L. Donc ça aussi, c'était la fierté, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Des campagnes digitales, on était sur Babelio. Côté influenceur, on a fait une box assez waouh aussi qu'on a envoyée aux influenceurs. Donc c'était vraiment un truc assez énorme. Et évidemment, c'était aussi tout ça en partenariat. Enfin, c'était que le marketing. Côté communication, il y a aussi un gros boulot d'essayer d'obtenir des revues de presse la plus quali possible. Voilà, et de faire une tournée de dédicaces et de salons. Donc c'est aussi de passer les informations d'un côté comme de l'autre, dès qu'il y a des trucs intéressants, de passer aussi les infos côté commercial pour que ça cartonne. Et voilà, donc on est hyper contents. Pourvu que ça dure. Trop bien, bravo que ça ait marché déjà, d'avoir réussi à le classer dans le top 15, c'est énorme. Et juste pour donner une idée à nos auditeurs et auditrices, ce genre de lancement, tu dirais que c'est un livre sur combien et dans quel cas est-ce qu'on peut se permettre d'organiser un lancement pareil? C'est hyper dur comme question. Tout dépend tout dépend de la maison. Je pense que nous, la maison dans laquelle je travaille, on a encore la possibilité, parce qu'on n'est pas petit, mais on est une équipe suffisamment resserrée et mobilisée pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'hyper fort et d'hyper cohérent tous ensemble. On ne pourrait pas le faire pour 150 bouquins à l'année, c'est sûr. Il y a des plus gros mastodontes qui ont des choses plus rodées quelque part, mais avec peut-être moins de supplément d'âme. Et de faire franchir un cap comme ça, je sais pas tous les combien tu peux faire ça. Ouais. Mais c'est dur, hein. J'aimerais pouvoir répondre à un truc plus clair, mais... Mais en gros, c'est uniquement pour un livre, a priori, ou une autrice qui est déjà best-seller avec ses romans précédents. Ce que je veux dire, c'est que c'est dur pour un premier roman, par exemple, d'organiser ça. Oui, ouais, pour un premier roman, tu peux pas. Ouais. Sauf si c'est un premier roman traduit de l'étranger qui a déjà cartonné aux États-Unis, par exemple, j'imagine. Ouais, mais je pense que même sur quelque chose comme ça, c'est difficile d'avoir l'engouement de tous les réseaux. Là, par exemple, c'est plus facile et difficile. Enfin, c'est pas la question, mais on sait que c'est un titre qui peut aller à la fois en librairie, dans les enseignes, en grande surface alimentaire. Enfin, il est vraiment pour tous les réseaux. Donc, on travaille partout. Pour un titre best-seller d'un auteur étranger, ça dépend si c'est quelque chose de plutôt rentrée littéraire, quelque chose de plutôt fantasy, quel est son pricing aussi. Ouais. Mais ouais. C'est super intéressant. Et tu vas avoir plein de choses à nous dire aussi côté commercial avec le titre. J'ai hâte d'entendre ça. Et toi, Léa, alors, qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines? Ouais, moi, mes dernières semaines ont été extrêmement remplies. Au boulot, je suis très très occupée depuis janvier là. Heureusement, mon équipe va s'agrandir d'ici fin avril, début mai, donc j'espère que j'aurai plus de temps pour mes choses perso. J'ai hâte d'avoir plus de temps parce que même si j'adore mon boulot, c'est vrai que c'est pesant de devoir faire un peu plus, quoi. Sinon, je suis partie en Laponie la semaine dernière, c'était trop bien. Et comme à chaque fois que je pars en voyage et que je fais un voyage qui est important pour moi, ça faisait très longtemps que j'attendais ce voyage, parce que j'ai réalisé un de mes rêves, vivre avec des mushers, en gros.
Et c'était voilà, j'adore les chiens, j'adore le sport, donc voilà, c'était un de mes rêves. J'ai tenu un petit journal sur Instagram où je fais des photos et j'écris un petit truc de souvenirs, d'impressions par jour. Donc bon, même si c'était pas de la fiction, c'était de l'écriture et ça me fait vachement plaisir de le faire quand je vis une expérience voilà, importante pour moi. Et est-ce que ça t'arrive quand tu écris ce petit journal de te dire: «Ah tiens, là, j'ai un truc que je peux réutiliser dans mon roman» ou pas? Euh, Ou c'est Ouais, pas ça conscient? m'arrive de me le dire, ça m'arrive, mais surtout que c'est marrant parce que je me rends compte à quel point ce que je retiens des expériences que je vis en voyage ou ce que je vais remarquer ou noter, c'est des trucs qui reviennent quand j'écris de la fiction en fait, ou c'est des thèmes qui me sont chers et qui du coup je vais aller les explorer dans la fiction et je me rends compte que bah, dans le monde réel, ils sont importants pour moi aussi, comme par exemple la notion de plein, je vais dire des trucs un peu random, mais la notion de plein et de vide, ou le rapport entre l'humain et la nature. Enfin, c'est des trucs qui me sont chers dans la fiction, et du coup, ouais, c'est des trucs sur lesquels je vais être particulièrement vigilante quand je vis des choses qui me font vibrer, quoi. Voilà. Trop cool. Et toi, Laetitia? T'es arrivée au bout d'un long travail? Oui, effectivement, puisque bah, ça fait 4 mois que enfin depuis novembre en fait, je crois, non décembre, que je suis sur les corrections éditoriales de mon roman, donc mon troisième roman qui va apparaître donc, chez La Martinière en fin d'année, donc en gros, je vous repréciserai entre septembre et Montreuil, quoi, entre septembre et novembre, j'ai pas encore la date exacte. Donc ça c'est cool, ça veut dire que j'ai fait, enfin voilà, il restera encore le roman une fois qu'il sera mis en page, où il faudra encore faire un dernier passage, mais a priori là, on est vraiment plus de l'ordre des coquilles et des derniers mini ajustements, mais on va dire que normalement là, à ce stade, le très gros du travail est fini. Voilà, et puis bah, ça fait un bon lien avec toi, parce qu'on a aussi travaillé ensemble sur notre projet à nous. On a encore tout revu de fond en comble. C'est vrai? Pour la troisième fois, Pour la quatrième deuxième fois. Ouais, on a tout revu de fond en comble parce qu'on s'est rendu compte que notre plan, enfin, c'était pas tellement le plan en fait qui allait pas, c'était plus profond que ça, c'était les motivations de notre personnage. Je sais pas comment tu le dirais toi, Laetitia? Ah bah non, mais comme tu l'as, c'est toi qui as réussi à détecter. Moi, je trouvais juste que c'était nul, mais je savais pas dire pourquoi. Par contre, Chris a réussi. C'est vrai que j'ai fait un rapport de 5 pages de notes de tout ce qui allait pas dans le roman. Et heureusement, on est tombé d'accord sur à peu près tout. Oh oui, voilà, heureusement, je m'étais pas dit c'est merveilleux, c'est un chef-d'œuvre en l'état. Non, j'étais assez convaincue que ça ne marchait pas du tout, mais j'arrivais pas à dire pourquoi. J'étais à on s'ennuie, ça passe du coq à l'âne. Et en fait, oui, effectivement, Chris avait raison. Ce qui manquait, c'était vraiment de requalifier les motivations du héros. Ouais, je pense que ça, c'est principalement le gros truc qui faisait ça, et trop d'exposition. Bon, ça, voilà, il y avait 40 chapitres, enfin 10 chapitres d'exposition où il se passait rien, d'où l'impression moi que j'avais de m'ennuyer, quoi. Parce que je pense qu'on était tellement, quand on a créé ce monde ensemble. Ouais, Laetitia a coupé, donc je continue. On était tellement excités, on voulait tellement inventer ce monde ensemble et aussi se faire rigoler l'une l'autre. Je pense qu'on a eu plein d'idées, c'était hyper foisonnant. Mais du coup, on s'est un peu perdu là-dedans dans l'écriture du roman. C'est ce que tu allais dire? Exactement, c'est bon. Vu comment ça fonctionne bien, je pense que du coup, dans l'écriture, c'est pareil et que ça va être super à la fin. Donc ouais, en fait, je pense qu'on s'ennuyait parce qu'effectivement, il y avait trop d'exposition et aussi parce que dans l'exposition, on savait pas où notre personnage allait et ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas ce fil comme ça ouais, d'objectifs et de motivation qui était assez net pour qu'on comprenne où le récit allait. Et donc là, on a réussi à requalifier ça. On a réussi aussi à, je pense, trouver le ton du récit vraiment, une voix qui est hyper tenue et qui, pour moi, fait tout le sel du roman. Je sais pas ce que tu en penses, Laetitia, mais... Carrément. Après, c'est dur à tenir, hein. Enfin, moi, là, ce soir, là, j'ai essayé de réécrire un chapitre et bon, voilà. C'est dur à tenir, je trouve. J'espère qu'on va réussir à tenir dans la longueur, quoi. Marie, tu as un truc à dire là-dessus? Et comment vous avez fait pour trouver le ton? Vous êtes En tombé d'accord sur, vous aviez une inspiration, vous avez c'était déjà un petit peu là dans le premier jet ou... Je suis Déjà curieuse. dès le début, je pense que c'était un peu l'atmosphère globale qu'on avait installée. Je pense l'ambiance, l'esthétique et tout qu'on avait en tête et donnait lieu à ce ton de manière naturelle. Ok, ouais. Je trouve pas, Laetitia?
Si, carrément, carrément. En fait, on avait déjà eu l'idée, enfin, on s'était déjà mis d'accord un peu sur des livres aussi de références communes et tout, mais on l'avait oublié en chemin, ou je sais pas, ou comme on s'était un peu perdu dans les descriptions du monde et tout, bon. Ouais, après, dans un premier jet, c'est dur aussi de forcément faire gaffe à ça. Et puis surtout quand on est deux et qu'on peut avoir aussi un peu deux interprétations justement de ce que ce ton ou ce style peut être. Là, ça va, je pense qu'on s'est bien harmonisé. Mais effectivement, après, ça demandera beaucoup de réécriture, je pense, pour obtenir effectivement ça sur tous les chapitres jusqu'au bout et pas que ça s'essouffle en cours de route. On est bien lancé. Et il y a d'autres choses aussi où on va pouvoir te retrouver en dédicace dans les semaines à venir. Oui, encore une fois, on sera toutes les deux d'ailleurs en dédicace les 27 et 28 avril à Paris, au Paris Fan Festival. C'est un festival où moi j'ai personnellement super hâte d'aller, aussi parce que il y a tous mes amis. En gros, le programme, il y aura vraiment du beau monde. Il y aura Margot de Seine, il y aura Alric et Jennifer Twice, il y aura Ariel Holtz, il y aura Marie Réplin. Donc voilà, il y aura Chris et moi. Donc franchement, si vous êtes en Ile-de-France, venez nous voir. Oui, en plus, c'est un festival où c'est pas que un salon littéraire. Au contraire, même si c'est la première fois, je crois, qu'il y a des auteurs qui sont invités sur le salon. Mais c'est plutôt une convention un peu Comic-Con avec culture animée Japon, avec culture pop culture, séries, etc. C'est ça. Et en plus, il y aura des tables rondes. Donc en plus, enfin voilà, vous pourrez écouter les auteurs parler de plein de sujets différents. Donc là, je pense que ça va vraiment être un chouette événement. Grave, j'ai hâte d'y être, on va bien s'amuser. De mon côté, j'ai pas du tout écrit, à part avec Laetitia, sur des projets perso, puisque j'ai toujours une traduction à rendre, et qui me prend beaucoup de temps, mais j'adore. Sinon, en termes de date, je serai le vendredi, je prends mon agenda parce que c'est compliqué, le vendredi 12 avril à Cyrène, qui est un salon rennais. Donc j'y serai, j'ai une table ronde le vendredi en fin de matinée, et j'enchaîne sur 1 heure de dédicace, en gros de 11h à 13h. Je serai le lendemain, le samedi 13 avril, au Festival du Livre de Paris, l'après-midi, sur le stand des éditions Olympe, donc avec Porcelaine sous les ruines, mais aussi avec du thé pour les fantômes. Donc fin avril, comme l'a dit Laetitia, au Paris Fan Festival. Le 4 mai, je serai à l'Ouest Hurlant, le samedi uniquement. Donc c'est à Rennes, à nouveau. Et après, le reste, je vous le redirai début mai dans l'épisode, mais comme c'est un épisode qui sortira en plein dans les ponts et tout, je vous le dis maintenant au cas où. Je serai les vendredi 17 et samedi 18 mai à Montpellier pour la Comédie du Livre. Et ce qui va être trop cool, c'est qu'il y a une association qui s'appelle le Manoir du Crime qui fait des genres d'escape game, enquête avec des acteurs et tout, qui jouent des personnages autour du thé pour les fantômes. Oh, mais trop bien! Ouais, Oh là là, mais c'est fou! Ça va être génial. Attends, Ouais, t'as c'est dit que incroyable. c'est quand? C'est à Montpellier et ce sera, alors le jeu en question, ce sera le samedi 18. Il n'y a pas un petit week-end à Montpellier là On a envie d'aller voir. Comme c'est gratuit parce que c'est une asso, les places partent hyper vite. Donc, il faudra être à l'affût sur l'Instagram de l'association pour réserver ses Ah places. ouais. Il y a genre 80 places en tout sur le samedi. Trop bien. Et ouais, l'année dernière, ils avaient fait la même chose avec La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Ah ouais, trop bien. Et chaque année, du coup, ils choisissent un livre d'auteur invité au salon. Et je suis très honorée qu'ils aient choisi le mien. Et donc, ça va être autour de l'univers et de l'esthétique et tout, du thé pour les fantômes. Et en plus, ça va avoir lieu dans le Jardin des Plantes de Montpellier, donc dans des serres et tout. Attends, mais il y a vraiment un week-end à organiser là. Non, mais c'est ouf! Ouais, c'est dingue. Et c'est sur ce salon que sera remis le Grand Prix de l'Imaginaire. Et ça fait partie des choses à vous dire. Je suis sélectionnée, enfin, mon roman du thé pour les fantômes est sélectionné pour le Grand Prix de l'Imaginaire. Ce qui est quand même un truc de fou. Ouais, trop bien, ouais. Le lendemain, donc le dimanche après-midi, je serai à Antibes, le dimanche 19 mai, pour un festival qui s'appelle Cap de Lire, qui a donc lieu au Cap d'Antibes. Oui, je vois Laetitia hausser les sourcils, genre comment va-t-elle faire pour être partout à la fois? Je sais pas. Bah ouais, ça me semble un peu intense. Pourquoi t'as pas fait que la Comédie du Livre ce week-end-là, quoi? En fait, je m'étais déjà engagée à être marraine de ce festival. Ah oui. Donc, je suis marraine du festival Cap de Lire à Antibes, qui a lieu le dimanche 19 mai. Déjà, je devais être là toute la journée, mais forcément, je dois rester jusqu'au samedi soir à la Comédie du Livre à Montpellier, parce que c'est là qu'a lieu la remise du Grand Prix
écrit de l'imaginaire. Donc, je suis obligée de partir le dimanche matin très, très tôt, à 6h30, pour arriver à 12h30. Et j'ai 6 heures de train pour arriver à 12h30 à Antibes et Oh enchaîner là sur là. l'après-midi sur le salon. Tu vas mourir. Oui. D'autant que c'est pas fini et que du coup, après, je passe par Paris parce que, en gros, avec ma maison d'édition, on a une soirée le mardi soir avec les auteurs de Noël et des libraires, des influenceurs et tout. Et le mercredi 22 mai, je pars aux Imaginales. Mais bon, on reparlera des Imaginales d'Épinal. Oui. Donc oui, fin mai, je vais être plus Ça va être joyeuse. cool. J'aurais cessé Tu d'être. pourras boire un coup à la fin des Imaginales pour fêter ton marathon, la fin de ton Ouais, marathon c'est du clair. trail à travers tous les festivals de France, quoi. C'est clair. Surtout qu'en plus, la semaine d'après, alors rien à voir, c'est très perso, mais je suis hospitalisée 2 jours pour rien de grave, mais celles qui sont là avec moi le savent, pour faire un enregistrement du sommeil, pour comprendre pourquoi je hurle la nuit. Ah, Et toutes les J'espère personnes que ici présentes ont déjà pu profiter de ce merveilleux, cette oui. merveilleuse caractéristique. De ce doux chant. Mais- J'ai glissé une rêve d'ailleurs dans une note de bas de page. Je sais pas si tu as fait gaffe. Oui, j'ai vu. Oui, dans notre roman commun, il y a des notes de bas de page qui sont hilarantes. Et effectivement, ça m'a bien fait rire. Oui, j'ai filé à Marie comme ça la peur de sa vie, une sombre nuit. Oui. Oh là là. Ouais, Je m'en souviendrai toujours. moi aussi. Oh là là, c'était. En plus, c'était dans un vieux manoir pour le contexte. À 4h du matin. Chez la Le pire vicomtesse. pipi de ma vie. J'étais descendue, bref, voilà. J'étais descendue aux toilettes. Et pile à Les ce toilettes moment, étaient Chris devant Et a voilà. hurlé et a réveillé toute la maison. C'est ça. Oui, parce que c'est pas des petits cris, c'est des cris de films d'horreur en plus. Vraiment, vraiment, ouais. Ouais. Je confirme. Donc voilà, peut-être qu'en fin mai, début juin, nous aurons le fin mot de l'histoire, de voilà, si je suis en train de devenir folle ou pas. Quel suspense. Voilà, vous savez tout et peut-être un peu trop. On va passer au contenu qui donne envie d'écrire. Et c'est Léa aujourd'hui qui va nous parler du contenu. Oui, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Alors, ça fait longtemps que je la regarde puisque c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert grâce à Floriane Soulas, qui nous en a parlé il y a quelques années quand Laetitia, Chris et moi, on faisait encore la bouquinerie jeunesse, qui était une émission consacrée à la littérature jeunesse. Et donc, Floriane nous avait parlé de cette chaîne qui s'appelle Hello Future Me et qui est tenue donc par un anglo-saxon. Et donc, la spécialité de ce jeune homme qui écrit lui-même et qui est passionné de fiction, de comment ça fonctionne un récit, comment ça fonctionne une narration, c'est de faire des vidéos sur YouTube sur le sujet. Et donc, c'est très, très intéressant parce que ces sujets, c'est très vaste. En fait, il y a certains des thèmes qu'il explore dans ces vidéos qui sont des thèmes dont nous, on a déjà parlé dans le podcast. Par exemple, comment écrire une bonne description. C'est quoi une bonne description ? Comment, par exemple, construire un bon système de magie. C'est quoi un système de magie, ce qu'on appelle les hard magic systems et les soft magic systems. Donc, par exemple, les systèmes de magie durs, c'est les systèmes de magie à la Brandon Sanderson qui sont hyper carrés, où il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et les systèmes de magie qui vont être plus soft, plus smooth, c'est les systèmes de magie qu'on peut trouver dans des romans comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, où des fois, c'est un peu « ta gueule, c'est magique ». Et on t'explique pas vraiment pourquoi. Et donc, donc là, c'est juste des exemples de choses qu'il explore dans ses vidéos. Et donc, il va prendre des thèmes comme ça à chaque fois et les décortiquer, mais de manière hyper fine et poussée pour vraiment que nous, en tant qu'auditeurs, on puisse s'approprier les choses et les réutiliser quand on va essayer d'écrire. Et vraiment, c'est passionnant. Lui, il est passionnant, il est très drôle, il est très pédagogue. Il arrive à faire passer des notions qui sont assez complexes à travers des analyses de manière simple. Et voilà, moi, il me passionne, ce gars. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne YouTube, qui est en anglais, mais on peut générer les sous-titres assez facilement et comprendre, quoi. Voilà. C'est Hello Future Me sur YouTube. Merci beaucoup, Léa. De rien. Et on passe à notre thème du jour. Comment trouver le titre de son roman. Ça recouvre plein de choses. Ça recouvre du commercial et du marketing. Ça recouvre des choix éditoriaux et des choix d'auteurs. Ça recouvre des goûts personnels aussi beaucoup. Donc, on va parler de tout ça. On va vous parler, nous, des titres qui nous plaisent, de ceux qui nous plaisent moins, des critères auxquels on doit penser lorsqu'on choisit un titre, comment on fait pour choisir un titre qui attire l'attention des éditeurs quand on démarche, ou plus tard des lecteurs une fois que la publication est lancée. Et puis on va revenir
nous, sur les titres de nos récits, de nos livres, comment on les a trouvés, s'il y a des méthodes qu'on a utilisées, quel a été notre schéma un peu de pensée pour arriver au titre définitif. Et comme ça, on espère que ça vous aidera à réfléchir sur vos titres. Alors, commençons par le début. Enfin, en fait, je ne sais pas trop si c'est le début, je ne sais pas trop par où commencer pour cette question, mais commençons Le par titre, une c'est le question. début, donc Ouais. commençons Bah par le d'ailleurs, tiens, début. c'est pas une question que j'avais notée, mais c'est une bonne question. Le titre, c'est le début. Est-ce que vous avez un titre en tête dès que vous commencez à écrire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient à la fin, en cours de route? Est-ce que ça dépend? Allez-y. Moi, j'ai un titre de travail. J'appelle ça un titre de travail parce que j'ai besoin de nommer des projets, mais c'est rarement le titre définitif. C'est pareil. Moi, j'ai vraiment deux cas hyper différents. Pour le serment des traqueurs, j'avais vraiment dû écrire un roman avec un titre comme mode. J'avais clairement. Vous savez comment ça s'est passé, je ne vais pas vous raconter à chaque fois, mais j'ai gagné un concours avec ce titre, quoi, le serment des traqueurs, et je ne savais globalement pas l'histoire. Et par contre, je me suis interdite de toucher au titre. Ok. Et donc, j'ai dû réfléchir à quel était ce serment des traqueurs. Ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Le Ça serment sonnait des très traqueurs, on avait envie de savoir ce que c'était. Voilà, donc ça, c'est quand même la grosse exception. Mais là, j'ai clairement eu le titre avant l'histoire. Laure? Moi, sur les projets que j'ai finis, c'est toujours après. Ok. Donc Ouais. en écrivant, c'est genre roman V1 ou nouvelle Ouais, V1. ou genre fanfiction 12. Ouais, ok. Ouais, voilà. D'accord. Mais oui, c'est ça, enfin, un projet X. Ou peut-être je vais faire l'effort de mettre un mot pour aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est jamais un truc définitif Ok. tant que c'est pas fini. Et toi, Léa? Moi, ça vient toujours en cours de route. Pendant l'écriture, Voilà. tu trouves le titre? Ouais. Ok. Ouais. En fait, pendant l'écriture, je me rends compte, comme je pense pas mal de personnes, de ce que je veux vraiment raconter. Et du coup, c'est quand je me rends compte de ça que je me dis, ah ouais, ça serait pas mal en titre parce que ça exprime en fait ce que je voulais vraiment raconter et que je savais pas forcément en me mettant à écrire que je voulais raconter, mais voilà, ouais. Souvent, ça vient en cours de route du coup. Est-ce qu'il y a des titres que vous aimez dans les livres que vous avez lus, des titres qui vous plaisent, que vous auriez aimé inventer ou qui vous ont attiré quand vous avez vu la couverture? Moi, j'aime beaucoup Du thé pour les fantômes. C'est trop mignon. Vraiment, je trouve ce titre ouf. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je l'ai Ouais. trouvé. Léa? Non, vas-y, Laetitia, je vois Vas-y, que tu veux dire un Laetitia, truc. pardon. D'abord, moi, j'adore les titres des romans de Anne-Laure Bonjour qui sont toujours très poétiques. Oui, Tant que nous sommes vivants, nous traverserons des orages, l'aube sera grandiose. grandiose. J'aime trop ce genre de titre. Ouais. Pour mes romans. Quoi? Ça avait coupé, mais on a compris l'essentiel. Mince, désolée. Léa, tu voulais dire quelque chose? Non, moi j'allais dire, Laure venait de te dire qu'elle adorait Du thé pour les fantômes. Moi j'ai adoré le premier titre de travail qui n'a pas été le titre retenu finalement de Lou et le pouvoir de la lune, ton premier roman, Laetitia, qui était Celle qui fuit les loups, qui était un titre magnifique. Voilà, c'était juste pour passer un peu de pommade et te dire que tu avais du talent et que. Mais oui, moi j'aime les titres qui sont un peu poétiques et pour continuer sur ça, moi un de mes titres préférés de tous les temps. Qui était un des romans que j'ai mis dans le petit jeu que tu avais fait sur Instagram d'ailleurs, de quelle podcasteuse de Code SF es-tu? C'est Tous les matins du monde de Pascal Quignard. J'adore ce titre parce que c'est un titre avec 2 trop belles allitérations dedans. Et en fait, quand tu le dis, t'entends la musique du titre. Genre, tous les matins du monde, il y a une allitération en T dedans, il y a une allitération en M, il y a ces lettres qui reviennent. Et je trouve que c'est trop beau quand tu arrives à faire un truc poétique comme ça avec juste quelques mots. Et ce titre, je le trouve magnifique. Alors, je me permets de faire une parenthèse analyse littéraire. Ça va pas durer longtemps. Je suis désolée, c'est la déformation de la formation littéraire, mais je trouve que ce titre, il est incroyable parce qu'en fait, quand tu prends le roman et que tu lis tous les matins du monde, juste ça, c'est un truc hyper positif. Tu dis, ah ouais, chaque matin, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité.
ça va être un truc lumineux et beau. Et en fait, quand tu lis le roman, tu te rends compte que c'est un truc horriblement triste qui parle du deuil, de la mort et de l'incapacité des humains à dire les choses. T'es là, ah ouais, Mais pas du tout. Ouais. c'est drôle parce que moi, il m'évoquait vachement plus ça. J'ai pas lu le livre, mais tu vois, moi, le titre me semblait très mélancolique en fait. Oui, bah, en fait, il est très mélancolique, hein, ce titre, parce que, en fait, Ça me il est dans sonnait le pas. roman. Et il est dans le roman. Et en fait, la vraie phrase dont le titre est tiré, c'est tous les matins du monde sont sans retour. Donc, en gros, c'est tu peux pas remonter le temps et les regrets, c'est pas possible de revenir en arrière. Et voilà. Et du coup, mais, je sais pas, toi, tu le trouves très mélancolique, mais moi, en fait, la première fois que j'ai vu le truc, je me suis dit que c'était plutôt lumineux, en fait. Et en fait, quand tu refermes le roman, tu te rends compte qu'effectivement, tu as la deuxième partie fantôme que tu peux plus ne pas savoir parce que tu l'as lu à l'intérieur. Et du coup, quand tu relis le titre, en fait, il a complètement changé de sens. Et ça, je trouve ça hyper balèze en tant qu'écrivain d'arriver à faire ça, en fait. Ouais. Quand tu refermes le bouquin, en gros, le titre, il a acquis un autre sens que celui qu'il pouvait avoir à la base. Mais du coup, ça n'a pas marché sur toi, Laetitia. C'était un mauvais exemple, désolée. Je suis prête à mettre ma main à couper que son titre de travail, c'était Tous les matins du monde sont sans retour. Et que quelqu'un, à un moment, a dit « c'est trop long, faut enlever son sans retour, faut trouver autre chose. » C'est sûr. C'est un peu trop triste. Il y a quelqu'un... Tous les matins du monde, c'est beau. C'est sûr et certain. Toi, Marie, il y a des titres qui te plaisent quand tu y penses? Alors, moi, j'étais sûre que Laetitia, elle allait dire les mêmes, mais ouais, un titre que j'aime beaucoup, c'est L'aube sera grandiose. Parce que ce titre, il est, je sais pas, je trouve qu'il est, enfin, c'est une promesse, enfin, il est très poétique. Et sinon, moi, j'aime bien les titres un peu farfelus. Je me souviens d'un livre que j'avais lu, je crois que c'était toi, Chris, qui me l'avait recommandé, c'était La fille qui naviguait autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains. J'aime bien les titres un peu comme ça. Il y avait une grosse mode à un moment des titres à rallonge. Après l'histoire du fakir qui, je sais pas quoi, dans une armoire Ikea, je sais plus ce que c'était. Oui, c'est vrai, il y avait ce titre-là aussi. Il y a un gros truc. Et d'ailleurs, c'était l'époque où moi j'étais en master d'édition et on devait publier un livre, c'était notre projet de l'année. Et on avait notre thème imposé, c'était l'Uchronie. Et j'étais très fière parce que c'est moi qui avais trouvé le titre du recueil. Et comme c'était cette vibe un peu de titre très long à l'époque, j'avais appelé ça, j'avais proposé et on était tombé d'accord sur Le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé et tous ceux qui suivirent. Puisqu'on était parti là-dessus, en fait, une uchronie où le mur de Berlin n'était pas tombé. C'est très cool. T'as un truc avec les jours d'après, toi, un peu, non? C'est vrai. Dernier jour, le jour où. Quelques minutes après minuit aussi. Ah ouais, quelques minutes après minuit. Trop bien ce titre. Et d'ailleurs, en parlant dans une autre vibe absolument différente de la littérature blanche que j'évoquais tout à l'heure, quand on parle de super titres, je pense toujours à la trilogie de Samantha Bailly de Les stagiaires à durée déterminée et indéterminée. Et je trouvais que c'est vraiment du génie, ces 3 titres, parce que ça reprend la typologie donc, des contrats de travail que la terre entière de la francophonie connaît. Et à la fois, quand tu lis les romans, tu comprends qu'en fait, c'est pas juste ces noms de contrat de travail, mais que ça parle aussi de l'état intérieur et de l'évolution des personnages. Et ça, pour moi, hyper intéressant, quoi. Le double sens que tu comprends en lisant et tu te dis, ah oui, c'est pas juste, ça parle du monde du travail, mais c'est pas juste ça, c'est aussi les conflits intérieurs des persos, c'est... Ouais, mais il y a des titres comme ça. Il y a des titres comme ça, c'est un peu l'idée des titres à rallonge aussi, qui contiennent presque déjà une histoire. Parce que je pensais à un autre titre de Anne-Laure Bonneton, qui est Les larmes de l'assassin. Ouais. Et là, il y a déjà tellement de choses dans ce titre. Pourquoi un assassin, il pleurerait. Enfin, il y a déjà des choses dans juste un titre, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, pardon, vas-y, Laure. Non, mais vas-y, enchaîne. J'ai encore quelques titres que j'avais notés, mais vas-y. Dans cette même idée d'un titre qui recèle déjà beaucoup de choses, un livre que j'adore, mais aussi pour son titre, c'est Le chagrin du roi mort. Pareil, comme Les larmes de l'assassin. Parce que pareil, un roi, s'il est mort, pourquoi il est triste? Et il y a déjà toute une histoire là-dedans. Et un autre titre que j'aime trop, alors que j'ai jamais lu le livre pour le coup, c'est La main gauche de la nuit, d'Ursula Le Guin. Oui, c'est vrai que c'est très Je le trouve super beau parce que il est très surprenant. La main gauche de la nuit, on associe un truc hyper concret, c'est pas juste la main de la nuit, c'est la main gauche de la nuit à un espèce de concept intangible qui est la nuit. Et je trouve que c'est donc hyper visuel et en même temps super poétique et mystérieux.
C'est vrai. Du coup, Laure, t'allais dire quoi? Ouais, non, mais j'allais dire, moi, sur les titres aussi que j'avais notés et où on se dit qu'il y a une histoire derrière tout de suite, c'est un titre pareil. Je n'ai pas lu le roman, même s'il est dans ma bibliothèque à lire depuis 10 ans, je pense, quand je l'ai récupéré lors de notre premier stage, c'est vous dire. Mais c'est Dites au loup que je suis chez moi. Oh. Mm. C'est qui? Ah, Alors, attends. il est trop beau. De Carole Rivka Brunt, chez 10-18. Ah, c'est Ça va, il était pas trop long, j'ai pas eu trop à le chercher. Il y a beaucoup de phrases, je me rends compte, dans les titres Oui. qu'on cite. Dans un des trucs que j'ai acheté récemment aussi, que j'ai pas encore lu, mais Quelqu'un se souviendra de nous. Mm. C'est le troisième titre au futur. Il y a L'aube sera grandiose, quelqu'un se souviendra de Ouais. nous. Quoi d'autre? Je sais plus, il y avait un autre titre au futur. Mais je trouve que les petites phrases comme ça avec un verbe dedans, ça change en fait, ça fait moins. Je sais Ouais. pas, c'est. Parce que les titres, ils commencent par juste un déterminant, le quelque chose. C'est Ouais. peut-être ça le titre le plus classique. Qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi pour vous les typologies de titres qu'on trouve un peu? Je pense que le truc le plus classique que j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est le X de Y. Ouais. Le chant d'Achille, Seigneur des le prieuré Anneaux. de l'Oranger, la fin de la solitude, le gardien des souvenirs, la nuit des temps, la saveur du printemps, la rose de Versailles, le serment des traqueurs. Ouais. C'est le Surtout en classique. fantasy, j'ai l'impression. Ouais, Oui, Les bah, le chroniques Seigneur de des Anneaux, Narnia, hein. le Seigneur des Anneaux. Depuis, c'est ouais. vrai qu'en fantasy, on trouve plus rarement des titres qui sonnent un peu comme des phrases ou des proverbes Ouais. ou des phrases de vérité générale, et c'est dommage. Mais je pense que c'est parce que, par exemple, en fantasy ou en imaginaire, ça repose beaucoup sur des symboles, donc tu es un peu obligé de les faire figurer dans le titre. Et c'est peut-être une question de code aussi, le lectorat Oui, est plus c'est ce habitué que à j'allais ça. dire. Le lectorat, il a l'habitude et un titre comme ça va sonner fantasy et ça va tout de Ouais. suite dire au lecteur, on est dans cet imaginaire Mm. collectif là, quoi, je pense. Il y a aussi beaucoup de prénoms, les noms des héros en fantasy. Et en jeunesse, plutôt, non? Oh, peut-être en jeunesse, ouais. Mais Bah, Charlie et la chocolaterie, Harry et Potter, Bella, et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a des titres justement vers lesquels vous irez jamais ou qui vous saoulent, des titres, des genres de titres que vous aimez pas ou... Bah, moi, j'avoue que je commence à être un peu lassée personnellement par les titres, le X de Y. C'est un truc que j'essaye d'éviter, mais c'est très Ouais. compliqué d'éviter ce type de titre parce que bah, tu es bien obligé de dire un peu de quoi parle l'histoire et c'est pas toujours évident de trouver une phrase bien tournée qui résume le propos. Puis surtout, on va en reparler, mais les éditeurs, ils veulent pas. Enfin, moi, en tout cas, j'adore les titres poétiques. J'ai des idées de titres à la Anne-Laure Bondou pour mes romans, mais ça marche pas avec le livre, quoi. Oui. Ouais. Je trouve peut-être qu'en fantasy, le X de Y, pareil, j'essaye d'éviter. Mais je me dis, est-ce que c'est pas à chaque fois un genre de, je sais pas, par exemple, personnage ou enjeu et l'univers? Mm. Chaque fois, le machin de truc. Tu vois, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur, ça va parler de pouvoir et des anneaux, je sais pas trop de quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ou, Ça dit forcément quelque chose de l'univers ou de l'enjeu de l'univers. ouais, c'est ça. Ouais. On a plus besoin de poser un univers et pas seulement des personnages ou pas seulement un thème peut-être en fantasy, ce qui fait que ce Ouais. type Sauf, de titre. moi, ça me fait penser au Salaud gentilhomme. Ou Salaud gentilhomme, je sais jamais comment on dit. Là, il réussit à éviter le monde. C'est vraiment axé sur le groupe de Ouais. personnages. Salaud gentilhomme, ouais, c'est vrai. Ouais, Il y a après, c'est aussi- le nom de la saga, mais c'est pas le nom des tomes. Ils ont des noms différents. Par exemple, le deuxième, c'est. Je sais plus. Le troisième, c'est La Rose d'Amberlane. C'est quand Premier, même un c'est nom de lieu. les mensonges de Locke Lamora. Ouais, le premier, c'est Les Mensonges de Locke Lamora, ouais. The Lies of Locke Lamora. Encore une super belle allitération dans un titre, tiens. En anglais, en français, ça marche pas. Mais... Bref, trop beau. il y a un titre aussi qui commence à faire doucement rire en ce moment, c'est en romantaisie, tous les Ah oui. un J'allais machin dire, de trucs et de j'osais pas. bidules. Ouais. Les Ouais, trucs de parce que- machin et de bidule, t'as même des générateurs sur internet hilarants, crée ton propre truc de romantaisie. Ouais. En fait, je trouve ça à la fois drôle et touchant parce que ça montre que t'as des modes et qu'il y a des typologies de romans qui sont importants en fait dans, comment dire,
auprès d'un public et ça veut dire quelque chose des lectorats. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et rigolo. Et après, je me dis, faut pas tomber dans la caricature non plus, justement. C'est ça le risque. C'est à double tranchant. À la fois, c'est cool parce que tu dis, bah voilà, vous êtes là, vous êtes important et ce roman, il s'adresse à vous. Et en vrai, c'est cool. Et à côté, tu peux vite tomber un peu comme à l'époque où il y a eu la mode de la dystopie, où on publiait un peu de la dystopie à la chaîne et des fois, c'était un peu ah, vous voulez ça, on vous le fourre dans le bec, quoi. Ouais. Donc, c'est toujours un peu voilà. Je viens de me faire la réflexion très débile que A Song of Ice and Fire. Putain, il a fait pareil. C'est ça. Oui, non, mais C'est vrai. Ouais. Carrément. Alors que c'est pas trop de la romantaisie. Non, mais en fait, je me demandais, est-ce que c'est un truc, est-ce que les gens se sont mis à faire ça un peu naturellement ou est-ce que c'est vraiment Sarah J. Maas et un palais de trucs et de bidules chouettes qui a lancé la mode? À mon avis, enfin, j'en sais rien en vrai, mais ça a eu un tel succès, un palais d'épines ronces, que ça. je pense que ça lance quand même des tendances. Je pense que c'était toujours un peu là, et George R. Martin faisait partie de cette tendance de fond, mais que ouais, son succès a fait un truc. Et en plus, je trouve qu'en soi, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien ce que ça permet de dire. Justement, ça permet d'aller un peu plus loin. C'est comme ça rajoute un troisième élément. Ça permet d'aller plus loin que le truc de machin. On a un truc de machin et de bidule. Ça permet de mieux poser l'univers. Puis en plus, si tu arrives à bien compter tes syllabes et tout, pour moi, c'est très important que les syllabes tombent bien dans un titre. Mais ça, genre que ça fasse 6 ou 8 ou que ça, en tout cas, que ça sonne. Mais bref, en tout cas, je trouve que souvent, ça donne des titres justement assez poétiques et en même temps qui disent pas mal de l'univers. Mais le fait qu'il y en ait tellement, tu finis par tous les confondre en plus. Un palais de roses et de cendres et d'épines et de verre et tu sais plus. Bah, déjà, moi, je suis incapable de te dire les 4 tomes, je sais plus. Ouais. Oui, de Sarah J. Maas. Ouais. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, parce que dans cette idée, finalement, alors tu as raison, il y a plusieurs éléments, il y en a 3, limite, A, de B et de C, par exemple. Mais finalement, ce que j'aime bien, c'est les trucs où il y a une opposition. Notamment, un des titres que j'aime beaucoup, c'est L'ours et le rossignol. Ouais. C'est une façon de personnaliser de parler des personnages, mais c'est vrai. j'aime bien. Deux personnages. Ouais. Une autre manière de mettre 2 éléments, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes 2 derniers titres, c'est au lieu de changer le de, et le ou et de, c'est de mettre d'autres prépositions. Du thé pour les fantômes, ça aurait très bien pu être du thé et des fantômes. Ou porcelaine sous les ruines, pareil, ça aurait pu être la porcelaine et les ruines. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que c'est une petite préposition, mais qui ajoute une autre profondeur, une autre dimension, qui permet juste de changer un petit peu aussi dans la formulation, quoi. Et de juxtaposer les éléments. Un titre qui marche, un type de titre qui marche bien aussi, c'est un peu les titres de vérité générale. Inventés, genre, je pense, Les oiseaux se cachent pour mourir, ou Tout ce que dit Manon est vrai aussi, ça marche bien. Ouais. Ouais, et souvent, c'est des titres justement parce que c'est des trucs de vérité générale qui prennent un autre sens à la lecture, quoi. Un sens caché. Et ouais, c'est hyper intéressant, ça aussi, Marie, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il y a certains critères, selon vous, objectifs ou pas, auxquels doit répondre un bon titre? Oui, pas de doublon avec un autre titre qui existerait déjà. Voilà. Ça, c'est la première chose, effectivement, de vérifier que le titre n'existe pas déjà, ce qui peut être très frustrant. Ça arrive moult fois. Éviter les... Alors ça, franchement, c'est compliqué, mais éviter les termes peut-être trop génériques, ce qui n'est pas évident. Ouais, je suis d'accord. Tu peux préciser ce que tu entends? Bah, moi, je sais que, par exemple, ma première trilogie, on a beaucoup essayé d'éviter ce qui était trop... En fait, au début, ça s'appelait... on s'appelait La Renaissance. Et on a fini quand même par mettre l'héritage dedans. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez générique dans de la fantaisie. Bon, des fois, tu n'as pas trop le choix, mais moi, j'aime bien essayer d'éviter des choses trop qu'on retrouve trop. Ouais, Mais des fois, tu es obligé de trancher, en fait. Des fois, tu es obligé de trouver... Il y a certains mots qui fonctionnent comme des clés, et tu sais que si tu t'adresses à... Si tu écris tel type d'histoire et que tu t'adresses à tel type de lectorat, il y a un moment, tu es obligé de... Voilà, tu es obligé d'appliquer certains codes, quoi. Oui, complètement d'accord. Peut-être pas des termes trop génériques, mais peut-être pas des mots que personne ne connaît non plus.
Euh, Ça sent le vécu, là. Les L'exaspération libraires, qu'on ils lit sauront pas sur comment ton les livre. taper sur leur clavier pour aller commander le livre. ouais, non, mais c'est là, enfin, voilà, mais penser au fait que c'est bien quand même que si la personne arrive à le retenir un peu, ou au moins un mot, ou deux, s'il y en a trois, enfin voilà, qu'il y ait quand même quelque chose que la personne puisse retenir, et facile aussi pour le référencement. Donc pas de, enfin, c'est un peu, enfin, ça me paraît évident, mais en même temps, pas de hâte, pas de choses bizarres, même si on écrit de la SF, c'est compliqué. Ah, de symboles, tu veux dire, Oui, genre. de symboles, ouais, c'est ça. De caractères spéciaux, ou de choses que les gens vont pas savoir lire, Ouais. pas savoir prononcer. Oui. Sauf si c'est fait exprès, peut-être. Je sais pas. J'ai Ouais. trouvé un contre-exemple, mais j'en ai pas. Mais Ouais, moi j'en ai tous les jours dans mon boulot. Dans le manga, on a des titres soit du japonais phonétique. Et en ce moment, la mode au Japon, c'est de faire des titres complètement what the fuck. Donc par exemple, en ce moment, on a une de nos énormes séries, un best-seller qui est adapté en animé cette année qui s'appelle Dan Dadan. Ça s'écrit D-A-N, D-A-D-A-N. Et vraiment, les libraires, ils doivent taper ça dans leur base de données pour trouver le manga, et il est super ce manga en plus. Il parle d'extraterrestres et de fantômes, un peu en mode enquête surnaturelle, et trop bien. Mais pour le coup, je pense que tout ce qui est du domaine vraiment de la littérature hyper spécialisée comme les comics ou le manga ou quoi, ça obéit pas forcément aux mêmes règles que les bouquins dont l'or s'occupe, qui sont des choses beaucoup plus de littérature française et générale ou pratique, quoi. Et je pense que les gens qui nous écoutent sur le podcast sont plutôt intéressés par la littérature écrite en français, voilà, plutôt des choses, plutôt pas du dessin, plutôt pas de la BD, plutôt du texte pur. Donc voilà. Mes exemples leur parleront pas trop, mais ouais, ça arrive d'avoir des titres un peu barrés, un peu what the fuck quand même, quoi. D'autres critères pour les titres que vous auriez en tête? Il y a un truc où il faut que ça aille un peu avec la couve, non, quand même? Grande question. Est-ce que le titre doit compléter la couve? Parce que, alors, ça faisait partie des questions. Est-ce qu'on choisit le titre seul ou est-ce qu'on le choisit en lien avec la couverture? Alors, en tant qu'auteur, avant d'envoyer un roman aux éditeurs, forcément, on choisit le titre seul parce qu'on n'a pas de couverture. D'ailleurs, c'est une question que j'ai vue passer, je sais plus, je crois que c'était sur le TikTok de Manon Fargeton, quelqu'un qui demandait est-ce qu'il faut qu'on envoie notre roman avec la couverture? Et voilà, sachez que non, la couverture, le graphisme, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Juste voilà, parenthèse. Mais du coup, vous avez un titre avec lequel vous envoyez à l'éditeur, qui va forcément faire l'objet d'une réflexion, qui va le garder ou pas. Et ensuite, à ce moment-là, voilà, est-ce que le titre va être choisi en écho avec une couverture ou pas? Est-ce que le titre vient d'abord? Est-ce que la couve vient d'abord? Est-ce que ça dépend des process? Peut-être Laure, tu vois plus passer de choses. Je pense que le titre vient quasiment toujours d'abord. Je pense que ça fait partie des éléments qui servent à briefer le graphiste en vrai. Ça peut arriver que ce soit un peu conjointement, mais j'ai l'impression que globalement, le titre arrive avant la couve. En tout cas, dans ma maison, me semble-t-il. Je sais pas si vous avez eu des expériences différentes, mais... Laetitia, tu avais l'air de dire que pour toi, ça se passait différemment. Ça pouvait se passer différemment, en tout cas. Je sais que là, en tout cas, pour mon troisième roman, le titre, c'est un vrai sujet. Et du coup, ils ont commencé à travailler la couve. Mais je me demande si c'était... Enfin, ouais, à travailler la couve avec un titre, quoi. Mais je sais pas si ce sera vraiment celui-là au final, quoi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Mais je sais que ça arrive parce que je crois que souvent, c'était pas Cassandre qui avait dû changer son titre au dernier moment parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était le titre d'un autre livre ou un truc du genre. Déjà pris, ouais. Ah oui, ouais, ça arrive, ouais, ça c'est vrai. Donc du coup, la couve, elle commence à être travaillée avec un autre titre en fait. Alors pour le coup, tu parles de Cassandre Lambert, je crois. Oui. Son dernier roman, Celle que je cherchais, je crois que c'était l'inverse, que c'est la couverture où ils se sont rendus compte, genre ils allaient limite envoyer à l'impression et ils ont découvert sur les réseaux sociaux d'une maison d'édition que il y avait un autre livre qui paraissait et qui avait quasiment la même couverture, la même composition et qu'ils ont dû tout changer. Ok. Mais du coup, a priori, en tout cas, de manière générale, on choisit donc d'abord un titre et ensuite la couverture vient
vient le compléter. Et c'est vrai, vient ajouter aussi des couches de sens, vient ajouter une atmosphère. Donc c'est vrai que le titre, il n'a pas besoin de tout dire. Non. Sauf si vous publiez chez Gallimard. Ouais, effectivement, sauf si il n'y a pas de la blanche couverture. de Gallimard. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Après, la blanche de Gallimard, elle dit des choses. Hein. Elle dit une certaine littérarité, elle dit un certain positionnement littéraire, social, etc. Bon, elle dit pas de choses sur le contenu du texte, mais t'as pas besoin de faire un titre très poétique, par exemple, je pense, tu vois, parce que t'as pas besoin de prouver que c'est bien écrit, par exemple, tu vois. Je pense. Peut-être que je me trompe. Alors justement, qu'est-ce que c'est les enjeux sur le choix du titre pour attirer l'attention des éditeurs ou des lecteurs en cas d'auto-édition? Comment on fait pour attirer l'attention? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rebuter un éditeur ou qui peuvent rebuter les lecteurs? Est-ce qu'il y a aussi... on n'a pas parlé, par exemple, du fait d'entrer dans les codes d'un genre. Enfin, on l'a rapidement évoqué au début. Et en même temps de s'en démarquer. Voilà, comment on trouve le juste milieu? Vous avez des choses à dire là-dessus? Ouais, moi je pense que c'est assez important quand même à travers un titre. Si vous écrivez dans un genre qui est un genre très marqué, style policier, fantasy qu'on évoquait tout à l'heure, pour un public particulier comme la littérature jeunesse par exemple, si vous écrivez pour les ados ou les jeunes, d'avoir quelque chose dans votre titre qui dit, parce que c'est la première chose que les lecteurs vont voir, hein, qui dit hey, c'est pour vous. Par exemple, si vous avez écrit un truc, un thriller gore et horrifique et que vous l'appelez, j'en sais rien, la petite chorale des mamies malicieuses qui s'ennuient à minuit, bah, clairement ça va tomber à côté. Hein. Les lecteurs. Moi, j'achète direct. Les lecteurs de thriller gore vont se dire ok, bah, je l'offrirai à ma grande tante pour Noël, tu vois, parce qu'elle a lu Le Cercle des éplucheurs de patates, ça va la faire kiffer, quoi. Voilà, c'est juste, c'est hyper basique en vrai, mais je pense qu'il faut le dire. C'est si vous écrivez dans un genre particulier, attention à ce que votre titre dise aux lecteurs de ce genre, c'est pour vous. Voilà. Et si votre titre le fait pas, il faut que votre couve elle le fasse. C'est hyper important, quoi. Voilà. Et comme a priori, soit quand on s'auto-édite ou quand on démarche les éditeurs, il n'y a pas de couve, on en est réduit à avoir ce titre. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'originalité à trouver justement pour pas se noyer dans la masse de tous les textes du même genre? Tu vois, moi je sais que donc dans l'association dont j'ai parlé il y a quelques mois, Heptalone, on reçoit des manuscrits. On reçoit beaucoup de manuscrits, par exemple, autobiographiques, où c'est la vie de machin. Bon, oui, tout de suite, on sait que c'est une autobiographie, mais il n'y a que le nom qui change, quoi. Vous voyez? Ouais. Ouais. Si c'est l'épée de Rothschild ou le poignard de machin, est-ce que justement ça va pas faire trop cliché aussi dans un genre? Je pense qu'on peut s'autoriser à partir sur des choses qui sont très originales, justement si ta couverture dit, par exemple, j'en sais rien, si on reprend la petite chorale des mamies qui s'ennuient à minuit et que derrière tu as une image de mamie qui sort une mitraillette ou un poignard dessous son tablier, là tu vas comprendre qu'en fait c'est de l'ironie et qu'on est dans un truc qui joue déjà un peu avec le lecteur et on va dire ce livre c'est pas ce à quoi tu t'attends. Et si t'as pas ce truc un peu subtil entre le titre et la couve, franchement ton lecteur il va juste être perdu, quoi, je pense, hein, vraiment. Moi en tant qu'éditrice c'est très compliqué de prendre des risques de ce point de vue là. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais du point de vue éditorial je suis assez d'accord avec toi. Après sur ce que tu disais Chris, c'est vrai que c'est bien d'essayer de trouver quelque chose. Mais après, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. En fait, il faut que ça corresponde un peu, idéalement, quand même, un peu à quelques codes surtout sur des genres qui sont marqués, pour que l'éditeur, d'abord, qui va lire, ou pour que le lecteur sache un peu de quoi il est question, même à la limite sans voir la couve, juste si on lui parle du titre. Et après, faut pas non plus, idéalement, pas trouver un truc qui est trop vu. On parlait du truc de faire des titres de 1X, de Y et de Z. Bah ça, c'est tellement vu et revu qu'aujourd'hui, je pense que ça passe plus trop. Ou tu disais pour un truc de fantasy qui s'appelle l'épée de quelque chose. Je pense que peut-être on peut aller chercher, je sais pas, sur Amazon, on commence à taper l'épée 2 et si on voit qu'il y a 102 réponses, on se dit peut-être qu'il faut un autre titre. Ouais. C'est vrai, oui. Ça aussi. Moi, je trouve que
Les meilleurs titres, c'est ceux qui arrivent à être assez spécifiques et à dire tout de suite au lecteur ce qu'il y a dedans, de manière assez explicite, et qui en même temps arrivent justement à trouver une certaine poésie ou à se dénoter. Et c'est pour ça que, alors, je le redirai encore, du thé pour les fantômes, quand je l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, en fait, c'est une citation, voilà. Mais j'aimais bien ce titre parce que justement, il disait il y aura du thé, il y aura des fantômes, donc fantômes imaginaires, thé, voilà, on va être dans un salon de thé, enfin, ça te dit ce qu'il y a dedans, littéralement. Mais en même temps, ça évoque aussi tout un imaginaire derrière. Et donc, c'est pour ça que j'avais bien aimé ce titre. Ouais. Parce que les titres, moi j'adore les titres poétiques, mais quand ils sont trop nébuleux, je trouve que du coup, le lecteur, il se projette pas non plus. Et maintenant, dans un marché qui est aussi hyper concurrentiel, où tu as 15 000 titres sur les tables, enfin, je sais pas, je me dis, il faut qu'il y ait un titre qui te parle, quoi, et qui te dise, OK, voilà ce que tu vas avoir. Je pense que le lecteur, il a besoin aussi d'une forme de simplicité. Il va acheter, il faut pas qu'il réfléchisse 107 ans, ah ouais, mais est-ce que ça va vraiment me plaire et tout. S'il a des éléments assez explicites qui lui parlent, peut-être que sur le plan marketing, c'est plus facile. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense que c'est... Enfin, du thé pour les fantômes, c'est vraiment un excellent titre. Je vais le redire, c'est encore du pain de la pommade. Mais je pense que tu peux vraiment pas le faire sur tout. Enfin, Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça marche parce que c'est pas un bouquin, t'as pas écrit un bouquin jeunesse, quoi. Enfin, là, ça colle à ce que t'as écrit, mais... Ouais. Et puis, si t'as pas forcément... Enfin, si t'écris de la blanche et que t'as pas forcément de fantômes... enfin, tu vois. Ouais, d'éléments moins identifiables, vous voulez dire. Ouais, enfin, alors tu peux écrire avec du thé, mais... ouais. Exactement. Est-ce que t'as des choses aussi fortes ou, enfin, si c'était un autre roman avec des choses très fortes, mais qui peut-être sont moins intrigantes. Ouais. Enfin, voilà. Là, je trouve que ça marche pour toutes ces raisons-là. Mais Est-ce que ce serait un conseil qu'on pourrait donner et qui se vérifie ou pas? Je sais pas, justement, d'essayer de trouver ce qui est intriguant dans le roman et ce qui peut parler au lectorat qu'on vise. complètement. Ouais. Ouais, mais Ou ça, un ça truc de demande aussi- tension. Ouais. Ouais, de tension. Non, moi je pensais plutôt à un truc de tension ou de paradoxe dans la narration qui est souvent intéressant. Par exemple, je reprends les exemples d'un palais d'épines et de roses. Épines et roses, on a la tension parce que c'est deux choses qui, à la fois, les roses et les épines, ça fait partie de la même fleur, mais à la fois la rose, c'est doux, c'est gentil, c'est beau, l'épine, ça fait mal. Enfin bref, tout de suite, le lecteur, il fait ah ouais, là, il y a une tension, il y a un paradoxe, on va être sur un truc avec des personnages qui vont être conflictuels, mais ça va peut-être aussi être une histoire d'amour parce que la rose, l'image de la fleur et tout machin. Enfin, tout ça, j'en sais rien. Là, je pars en cacahuète dans ma tête, mais je pense qu'inconsciemment, dès qu'on lit un truc, tout de suite, il y a un imaginaire qui est convoqué et on va. Voilà, l'esprit du futur lecteur va faire ça, quoi. Donc ouais, le paradoxe, la tension, c'est pas mal parce que tout de suite, ça dirige ton imagination vers quelque chose, quoi. La tension ou une certaine forme d'humour aussi. Enfin, d'humour. Humour, le terme est un petit peu trop fort, mais on n'en a pas parlé. Mais un des titres que j'aime bien aussi, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. C'est un titre à rallonge, mais c'est ce truc de... Enfin, il y a des titres qui font un peu sourire quand on les lit. C'est un peu comme le cercle dont tu parlais, là, le cercle des amateurs des Exemples de pommes de terre. hérissons, tous ces c'est titres-là, un peu. c'est un peu Ai-je long, un mais beau mot où je vous évoque une image rigolote. Mais ça, pareil, c'est un code du feel good aussi. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Du coup, peut-être que Laure, tu peux nous parler un peu des enjeux du titre côté commercial. Est-ce que, voilà, comment ça se passe dans une maison d'édition, justement, quand le titre qu'a proposé l'auteur, finalement, on estime qu'il ne va pas? Déjà, dans quel cas est-ce qu'on estime qu'il ne va pas? Quelles questions on se pose? Qui discute de ce titre? Est-ce que l'auteur a son mot à dire et intègre aux discussions? Comment ça se passe? Ouais. Honnêtement, ça arrive relativement peu que le débat arrive jusqu'à moi. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est vraiment quelque chose qui est réglé, entre guillemets, entre l'édito et l'auteur directement, et c'est évidemment un dialogue. Enfin, voilà, il y a des moments où le dialogue peut être plus ou moins serein ou plus ou moins tendu, mais c'est toujours un dialogue, quoi. On va pas imposer quelque chose à un auteur. Après, je pense que si on décide que ça va pas, c'est un peu pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées en vrai.
c'est que c'est peut-être trop cliché ou que ça veut un peu trop rien dire ou que peut-être pour le lectorat, c'est un peu trop éloigné de ce qu'il va trouver. Donc ouais, Est-ce voilà. que quand ça arrive à toi, c'est justement que par exemple l'auteur et son éditeur se sont mis d'accord sur un titre, toi tu Ouais. vois passer le truc et tu te dis ouh là là, je connais un peu mes représentants par exemple, donc mes commerciaux en librairie, ça va pas leur plaire. Est-ce que tu fais tester comme ça? Est-ce que tu Ouais, demandes du en vrai, retour terrain? ça, en règle générale, quand on fait tester, c'est peut-être que par exemple l'édito et l'auteur n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord. Et en règle générale, quand on en arrive là, on a déjà briefé la couve parce qu'on commence à se rapprocher des dates, hein, en vrai, quand on en arrive là. Donc ça arrive qu'on monte une couve avec 2 propositions et qu'on fasse tester en effet aux représentants C'est-à-dire directement. qu'eux, ils vont avec ces 2 propositions vers les libraires qu'ils connaissent et ils leur Non. demandent leur retour? Alors, on peut, si vraiment on... Mais ça, c'est plutôt sur des couvertures, là, qu'on va faire ça, que pour D'accord. des titres. En règle générale, ce qu'on fait, c'est que juste on leur envoie on leur envoie un mail, en fait, hein, tout simplement. On leur dit, bah voilà, on a ce projet-là, on a deux propositions, qu'est-ce que vous en pensez? Ça arrive, honnêtement, ça arrive assez rarement. Enfin, vraiment, vraiment rarement. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on arrive, par contre, en réunion représentant avec 2 couvertures. Ça, ça arrive. Et on a aussi un truc chouette dans ma maison où on a un partenariat à l'année avec des lectrices qui ont des comptes sur Instagram, donc voilà, mais qui sont vraiment partenaires à l'année. Et en règle générale, quand on a un doute comme ça, à la fois on teste côté représentants qui ont cette connaissance un peu de leurs clients, des libraires, etc. Et aux côtés des lectrices qui sont un peu quand même nos bêta-testeuses en fait. Et on voit. Mais c'est super difficile. Voilà, on va en arriver au sujet de la couverture parce que c'est surtout, enfin, c'est quand même beaucoup sur les couvertures qu'on teste et c'est super difficile parce que les goûts et les couleurs, quoi. Ouais. Mais même sur les titres, les goûts et les couleurs, en vrai, hein, c'est hyper Ouais, c'est vrai. subjectif souvent. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vérité générale derrière. Un titre qui marche pour certains ne marchera pas pour d'autres, peut marcher à un moment donné, puis devenir un peu Exactement. désuet. Un peu has-been, ouais. Avant de passer à nos petites histoires personnelles sur comment nous, on a choisi nos titres et quelles ont été les méthodes derrière et l'évolution aussi, ce sera intéressant de voir les différents titres qui ont été envisagés pour différents textes. Petite question connexe, le sous-titre ou la tagline, ça se fait beaucoup dans le monde anglo-saxon, voire quasi systématiquement. Donc, voilà, il y a le titre et puis en dessous, il y a une petite phrase de 5-6 mots qui dit un thriller, je sais pas, un thriller haletant poignant. entre machin et truc. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais ça se fait beaucoup moins en France. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est en trop, que le titre doit déjà tout dire? Est-ce que ça réserve à la 4e? Est-ce que pour vous, c'est un argument marketing en plus ou pas? Nous, on se fait parfois gronder, mais on continue de le faire parce qu'en fait, ça a un vrai impact. Mais en fait, on fait peu de sous-titres, mais par contre, ce qu'on fait, c'est soit des bandeaux. En fait, il fut un temps dans ma maison où, par économie, en fait, on faisait que des faux bandeaux. C'est-à-dire que le bas, en fait, de la couverture est un aplat de couleurs avec une ligne, quelque chose. La charte a changé depuis et c'est vraiment des couvertures plein pot et de temps en temps, on fait des bandeaux. Donc ça, c'est pratique, mais ça a un coût. Et ce qu'on fait, et là, c'est la raison pour laquelle on se fait gronder, voilà, c'est qu'on fait des macarons qui sont pas des stickers parce que sticker c'est beaucoup. Enfin, franchement, c'est cher. Vraiment, et en plus, les lecteurs n'aiment pas forcément parce que quand ils n'arrivent pas à décoller, que ça fait des petites traces et tout. C'est vrai. Mais c'est vrai que, enfin voilà, le macaron vient un peu gâcher entre guillemets ta couverture parce que voilà. Et vous mettez quoi comme info dans ce macaron, par exemple? On met par l'autrice de la saga Phénomène, en fait. Enfin, voilà, c'est pour une autrice très, très, très... Enfin, qui a vraiment extrêmement bien vendu une série. Et du coup, tous les stand-alone qu'on publie d'elle, on dit que c'est l'autrice de la saga que les gens ont vu partout. En règle générale, ce qu'on met dans ces trucs-là, c'est des arguments de ce type-là, en fait. C'est best-seller. Dans les bandeaux aussi, c'est l'autrice qui a déjà conquis X 1000 lecteurs. Parfois, ça parle plus ça que les temps d'exemplaires ou
je trouve. Enfin, je sais pas, moi je me mets en librairie, je prends des bouquins, ça va plus parler à mon cœur, découvrir la plume qui a déjà conquis, j'en sais rien, 10 000 lecteurs, plutôt que gros best-seller, ça s'est vendu à tant d'exemplaires. En fait, j'ai plus l'impression qu'on Alors me que parle c'est à la moi même quand on me info, dit mais elle est pas elle a déjà pareille. Ouais. conquis, vous pourriez faire partie de son lectorat et tout, que juste on me balance un chiffre, j'ai l'impression d'être un pigeon, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Peut-être ça marche aussi, hein, je sais pas, sur des gens, tu vois, genre, tu sais, aux États-Unis, tu as souvent les New York Times best-sellers. Oui, ouais. Et genre, tous, ça, c'est un truc qui me parle pas du tout, moi, perso, tu vois, je m'en fous. Enfin, je suis là, ok, d'accord. Non, mais en fait, ce que ça dit, c'est un peu le roman qu'il faut lire, tu vois. C'est plus Ouais, c'est ça, ouais. le roman que tout le monde a lu, Ouais, enfin, tu ouais. vois, je pense que c'est plus ça. Oui, oui, Donc, c'est ça ça. va. Non, mais t'as complètement, ouais. Mais d'ailleurs, à chaque été, on en fait plusieurs où c'est le roman de votre été. En toute simplicité. En toute simplicité. Mais en même temps, voilà, c'est quand même une façon de. Pour les titres de rentrée littéraire, il y a un bandeau rentrée littéraire. Ouais. Ça aide à le placer sur les tables de rentrée que les libraires font. Ce que tu essayes toujours aussi d'obtenir, c'est une quote d'une Donc, autrice. une citation d'un autre auteur qui recommande. Ouais. Ou d'un média. Ou d'un média, ouais. D'un média, d'un journaliste réputé, d'un libraire, ça peut aussi. D'un influenceur. Un influenceur, en vrai, pas trop. Enfin, en tout Mais cas, c'est fait dans votre maison. ça peut-être, ouais, sûrement. Bah, genre, en jeunesse, tu sais, si tu as une citation de Audrey du Souffle des mots, par exemple. Ah oui, ouais. Oui, c'est ça, même en romantaisie, j'ai vu des livres. Alors, ça se fait beaucoup aux États-Unis maintenant, c'est genre juste Amazing TikTok reviewer. Et ça, genre, TikTok a aimé, quoi. En gros. Trop, crois-moi, mon pote. Amazing, crois-moi, mon pote. Mais ouais, mais j'avais acheté des bouquins où c'était ça, où c'était phénomène BookTok. C'est ça. Mais selon le public que tu vises, ça marche aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, on peut peut-être revenir maintenant sur nos titres, et comment ils ont évolué, comment on les a choisis. Quels ont été les titres éliminés dans ce Hunger Games sans pitié. On fait un petit tour, on en dit un chacune comme ça. On raconte chacune une petite histoire. On peut commencer par Léa. Ouais, si vous voulez. Alors, moi, j'ai deux aspects. Mon aspect éditrice, où vraiment, littéralement, c'est mon boulot de choisir les titres et de trancher. Et c'est ma responsabilité après si tout le monde trouve ça nul derrière. Donc, c'est beaucoup de pression. Mais un des titres dont je suis le plus fière de ma carrière, c'est un titre sur lequel j'ai bossé quand je travaillais en littérature étrangère chez Belfond. Et c'était un roman d'un auteur serbe qui s'appelle Alexander Gatalica. Et donc son roman qui parlait de la Première Guerre mondiale avait un titre en serbe qui était Veliki Rat, qui veut dire en serbe la Grande Guerre. Donc autant vous dire que publier un roman en France de littérature blanche qui s'appelle La Grande Guerre, c'est absolument pas original. Donc il fallait trouver une idée brillante pour rendre ce roman intéressant, surtout qu'il était vraiment super, c'est une très belle plume. Et comme l'ambition littéraire de cet auteur dans ce roman, c'était de prendre plein de personnages de destin individuel partout en Europe et en gros tous les relier au destin collectif de la Grande Guerre qui a touché tout le monde, et de vraiment essayer de plonger ses lecteurs à travers tout ce que ça a pu représenter en termes de bouleversement de vie, d'horreur, ou au contraire de gens qui étaient exaltés de partir au front, etc. Il utilisait du fantastique en fait. C'était hyper intéressant, hein. C'était vraiment un peu du réalisme magique. Et du coup, on avait trouvé avec tous les autres cerveaux de ma maison d'édition, et alors dans mon souvenir, c'était beaucoup moi qui avais poussé ça, donc c'est pour ça que j'étais très contente qu'on l'ait gardé à la fin, un titre qui était « À la guerre comme à la guerre ». Et c'est une expression en français, « à la guerre comme à la guerre », qui veut dire faut y aller, ou on n'a plus le choix. Et c'était aussi, il y avait aussi cette idée de, cet auteur, il va essayer de vous décrire la guerre comme elle l'était vraiment, même s'il utilise du fantastique, quoi. Et c'est une expérience tellement folle pour plein de gens que finalement, c'est pas si fou que ça, qu'il y ait des éléments de fantastique dedans. Bref, à travers ce titre-là, on avait essayé de mobiliser un peu tout ça. Et c'était le titre qui avait été gardé à la fin et j'étais trop fière et contente de ce titre. Donc voilà, c'est pas moi qui ai écrit le roman.
J'avais trouvé l'idée de l'expression, il me semble. C'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2015, donc ça date. Et sinon, sur un autre aspect complètement différent, quand j'écris des fanfictions, j'adore trouver des titres. Comme je disais tout à l'heure, je les trouve souvent au fur et à mesure. Et le dernier titre de fanfiction dont je suis super fière, c'est Goutte à goutte. Parce que c'est un truc qui parle de pacte et de sang, et donc le sang qui coule goutte à goutte. Et c'est aussi un truc comment dire, il y a aussi un côté où il y a une histoire qui va évoluer très lentement, petit à petit. Et du coup, le côté du goutte à goutte, ça représente très bien une évolution très très lente. Et voilà, du coup, j'étais trop contente un peu du double sens de ce titre. Voilà, il est désormais publié sur Archive et c'est derrière moi, mais quand je me retourne, voilà, je suis plutôt contente. C'est vrai que le double sens, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc de titre que je trouve toujours très, très fort. Ouais, moi j'adore. Je trouve que c'est trop bien. Quand ça peut être atteint, c'est pas mal. Je sais pas, je pense pas que c'est ce qu'il faille chercher à tout Non, prix. à tout prix, ouais. Il faut que ça se fasse avec l'histoire. Ouais. Ouais, voilà. Mm. Parce qu'après, on peut vite tomber dans des trucs inutilement complexes ou Oui. qui en font Ouais. trop. Qui Mais tombe un peu c'est à trop. côté justement de la plaque, ouais. C'est vrai que quand ça marche, c'est chouette. Marie, tu as des histoires de titres? Moi, je peux vous parler du titre Les Rumeurs d'Issard. Donc, c'est la trilogie de fantasy que j'ai écrite il y a quelques années. Et en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ce titre-là et j'étais contente parce qu'il n'a pas été changé par l'éditeur quand il est sorti. Et en fait, moi, j'ai construit ce titre-là parce qu'en fait, en gros, dans mon histoire, les rumeurs, c'est un peu le média de ce monde. C'est des voix qui sont diffusées par des sabliers. Et en fait, c'est un peu toute la trame narrative de l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces rumeurs, comment est-ce qu'elles peuvent changer le cours d'une histoire, quel mal elles peuvent faire, quel destin elles peuvent bousculer. Et moi, du coup, en fait, j'avais un peu je m'étais dit, bon, c'est une saga de fantasy. Et j'avais un peu le truc il y a une idée de chronique, un peu comme les chroniques de Crondor, les chroniques de Narnia, mais je voulais pas reprendre ça. Et du coup, j'avais beaucoup réfléchi au système du monde pour réussir à trouver le terme de rumeur qui est moins fréquent. Et moi, c'est un mot que j'aime bien. Je trouve que c'est un mot qui est assez intriguant. Et du coup, j'ai construit vraiment le titre au tout début de la construction de l'univers. J'ai vraiment construit les deux en même temps. Et d'Issar, du coup, Issar, c'est le nom du monde. Et là, j'ai vraiment choisi quelque chose de le plus simple possible pour que ce soit un titre qui coule bien et qui soit assez facile à retenir. Ouais, j'aime bien Moi, je les trouve que rumeurs, c'est beau bien. parce que il y a des R de chaque côté. Rumeur, d'Issard, ça fait très poétique. Pardon, je suis toujours obsédée par la musicalité, mais voilà. Moi, je trouve que le Il est mot de trop beau. rumeur, il recèle plein de mystères, en fait. Oui, Il y a il un est truc très- secret, manipulation, complot, enfin, ça évoque tout ça pour moi. En fait, c'était vraiment tout le. En fait, moi, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il y avait toute l'histoire dedans. En fait, c'est vraiment tout ça. C'est les secrets, les non-dits, le danger, les mensonges. Enfin, il y avait tout dans ce mot-là. Donc, je là, bon, il faut vraiment que je mette ce mot-là dans le titre. Laure? Je sais pas si j'ai un exemple là qui me vient en tête de titre. On peut passer la parole à Laetitia alors pendant que tu réfléchis. Ouais, c'est ça. Laetitia, du coup, vas-y. Alors, moi, je vais vous parler de Lou et le pouvoir de la lune. Alors, cette histoire, au tout début, elle s'appelait Lune rouge, parce que dans l'histoire, le rouge, c'est une couleur hyper importante. C'est à la fois la magie du monde marche par la colère. La couleur de la colère, c'est le rouge. Il y a une histoire de vin, et le vin, c'est le rouge, c'est aussi la couleur du vin. C'est la couleur, du coup, de la cape des magiciens de ce monde, rouge, et c'est la couleur de la lune qui leur donne leur pouvoir. Donc, c'était assez... c'était mon titre, on va dire, initial et de travail. Problème, ça fait complètement histoire de vampire. Clairement. Lune rouge, ça évoque ça, quoi. Ça évoque direct les vampires et j'en étais consciente. Donc, je crois que quand j'ai envoyé le texte au concours, je n'ai pas envoyé avec ce titre. Oui, c'est sûr, puisque c'est le titre de mon contrat. J'ai envoyé avec un titre plus poétique, comme je disais, qui correspond plus à ce que moi j'aime et qui, pour moi, correspondait aussi plus au... Enfin, il y a un petit côté poétique dans le roman quand même. Enfin, c'est de la jeunesse et tout, mais bon. C'était Celle qui fuit les loups. Celle qui fuit les loups, moi j'aimais beaucoup ce titre parce qu'il a un double sens dans l'histoire.
Il y a des vrais loups. Donc, mon héroïne, elle est à un moment, elle doit réellement. Enfin, il y avait des vrais loups, les animaux. Et en même temps, les loups, c'est ses parents, en fait. C'est toute l'histoire. C'est qu'elle s'enfuit de sa famille, en fait. Ouais, celle qui fuit, ça parle aussi vraiment de la structure du roman qui est une fuite. Qui est C'est ça. littéralement. Et Exactement. l'héroïne s'appelle Lou. C'est trop beau, du coup. Bref. Voilà. Donc, pour moi, c'était ça le titre. Enfin, voilà. Après, c'est le titre. Et moi, je trouvais qu'il marchait bien. J'avais mis très longtemps à le trouver. Ça n'avait pas été simple. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas plu aux éditeurs. Ils trouvaient que c'était trop, ça ne collait pas à la cible qu'ils voulaient, donc à savoir des enfants. Ils avaient peur que ça ne parle pas à des enfants. Donc après, je leur avais envoyé une longue sélection. Je ne vais pas vous la lire en entier parce qu'elle est un peu longue, mais je peux vous en citer quelques-uns. J'avais quoi? J'avais du coup des trucs genre Échapper aux loups ou Fuir les loups. J'avais des titres un peu avec des mots magiques, enfin des mots de l'histoire, donc avec les loups de l'Aniri, qui est le nom de la lune en question, ou la colère de l'Aniri, la colère de loup. J'avais les seigneurs de la colère, les châteaux de la colère. J'avais réfléchi à plein de choses. Le domaine des lunaires. Pardon? Non, je dis les seigneurs de la colère, c'est stylé. Ça fait vraiment le Seigneur des Anneaux, mais c'était stylé. Ouais, c'est ça. Et j'avais aussi des trucs un peu plus poétiques, comme moi j'aime bien, c'est ce que j'essayais de caser. J'avais genre 2 ombres entre les vignes ou des trucs comme ça. Ouais. Bon, rien n'est passé et voilà. Et la maison d'édition a choisi Lou et le pouvoir de la lune. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont demandé ton avis à ce moment-là? Non. Non. Pas vraiment. Enfin, après, ils m'ont pas. Si j'avais dit j'ai ce titre en horreur, j'imagine qu'on aurait pu discuter, mais après, c'était mon premier roman, c'était un concours, il n'y avait plus le temps. Bon, ils m'ont dit c'est ce qui. Enfin, voilà, les enfants, pour les enfants, c'est ce qui marche. Enfin, voilà, après, il faut aussi faire confiance. Enfin, moi, je vous ai déjà dit, je fais confiance, donc j'ai dit OK, quoi. Après, voilà, c'est pas un titre que. Je vais pas vous mentir, c'est pas un titre que j'aime beaucoup, voilà. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de Lune Rouge que tu avais choisi parce que ça représentait beaucoup ce qu'il y avait dans le roman, mais c'était pas forcément ce qu'il fallait pour les lecteurs. Et ça pose la question de est-ce que le titre il doit plutôt représenter le contenu du roman ou plutôt attirer les lecteurs ou être un bon équilibre entre les deux. Parce qu'après, j'imagine que s'il ne représente pas du tout le contenu du roman, on va tromper le lecteur. Donc il faut qu'il donne un horizon d'attente qui est assez juste par rapport à ce qu'il y a dans le roman, mais pour moi, c'est comme la couverture, en fait. Par exemple, moi, je sais que mes couvertures, si elles ne représentent pas exactement ce qu'il y a dans le roman et que, ah non, en fait, l'héroïne, elle a les ongles peints en rouge au lieu de rose, c'est horrible. Je sais qu'il y a des auteurs pour qui c'est insupportable. Alors que pour moi, la couverture, comme le titre, ils sont d'abord là pour évoquer globalement un univers et parler au lecteur cible, plus que pour représenter dans le détail ce qu'il y a dans le roman, mais donner quand même un horizon d'attente qui est juste. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en ce sens, on s'en fout que j'aime ou pas, en fait. Enfin, tu vois, c'est. En plus, j'ai plus 13 ans, j'ai pas 12-13 ans, j'ai plus l'âge des lecteurs. Donc, à vrai dire, si ça leur. Enfin, voilà, c'est pour ça que je fais confiance aux éditeurs sur ce sujet au final, quoi. Finalement, c'est un titre qui reprend exactement genre Harry Potter et la Chambre des Secrets. Quoi. Structure hyper classique, mais à la fois qui fonctionne. Qui fonctionne, ouais. C'est ça. Laure, t'as trouvé un exemple pendant ce temps ou... Non, toujours pas. Non, par contre, j'avais noté, ça n'a en soi rien à voir, mais j'avais noté un exemple de titre qui était un échec que je voulais vous parler. Sur le. Honnêtement, désolée pour ma maison. Mais on a publié, alors c'est pas en fiction, mais on a publié un ouvrage de non-fiction qui s'appelait Think Again en anglais. Et sur lequel on a eu un débat de est-ce qu'on garde le titre en anglais, est-ce qu'on garde pas le titre en anglais. Ça change quand même pas mal sur ce rayon depuis quelques années, mais il fut un temps, moi quand j'ai commencé à bosser, on disait beaucoup jamais un titre en anglais, les libraires aiment pas ça, le lectorat comprend pas, machin. Enfin, quand j'ai commencé mon métier, c'est ce que nous disions, et vraiment le marché a changé. Mais sur celui-ci, on a eu un gros doute. Et il y a eu des conversations entre l'édito et l'agent, etc., qui ont été un peu compliquées. Et je crois que l'agent a été intraitable. Enfin, voilà. Et finalement, il a été publié sous le titre de Le pouvoir de la pensée flexible. Voilà. Si vous n'avez pas l'image, franchement, vous ratez quelque chose, la tête de Laure. Voilà.
Il y a une allitération, mais du coup, c'est pas un bon exemple de s'il y a une C'est un peu allitération, dur, quoi. c'est un C'est bon un peu titre, dur. hein, parce que le pouvoir de la pensée flexible, Parce que en gros, c'est un t'as bouquin l'impression sur. que tu vas passer un meilleur moment en mangeant du beurre pilé qu'en le lisant. Bah, c'est dommage parce que le bouquin est super en plus et c'est vraiment sur. Oui. On avait un projet de titre qui finalement n'est pas passé, mais qui était quelque chose du type le pouvoir du doute ou ou le bénéfice du doute, mais Oui, pour. c'est bien ça. Voilà. C'est Mais bien j'avoue ça. que la pensée flexible, ça me laisse songeuse parce que c'est toujours flexible une pensée. Enfin, en fait, il n'y a aucune promesse dans le titre, quoi. C'est juste Oui, obscur. c'est ça. Il n'y a pas de Ouais, tension, alors il n'y a que pas de justement, promesse, il n'y a pas de questionnement. ouais, alors que tout le bouquin est justement sur le fait de vous devriez douter en fait. Ce que vous pensez savoir, remettez-vous toujours en question, toujours, 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 et méfiez-vous, méfiez-vous des moments où vous pensez avoir raison et où vous pensez que les choses vous confortent dans vos opinions. Mm. Et bref, enfin voilà, c'était un exemple que j'avais noté sur les titres. Je me suis dit, c'est pas un titre de moi, mais voilà. Du coup, c'est vrai que c'est une typologie de titre qu'on n'a pas dégagée explicitement, mais tu vois, le bénéfice du doute, à la guerre comme à la guerre, goutte à goutte, reprendre des expressions toutes faites pour leur donner un nouveau sens, je trouve que ça marche bien aussi. Mm. Parce que du Ouais. coup, pour le coup, le lecteur, il clique direct, quoi. Il n'a Oui. pas besoin de faire un effort pour comprendre. En même temps, il se dit, ah tiens, ce Ouais. truc que je connais est un peu Mm. twisté. Ouais. Et j'ai pas ça, précisé, j'aime trop, moi. on a republié le titre avec le titre Think Again. Parce qu'on était Finalement. trop déçus et on voulait lui Lisez une deuxième chance, c'est beau. une deuxième chance, exactement. D'ailleurs, ça, pareil, on n'en a pas parlé, mais ça se fait de plus en plus des auteurs français, alors surtout en fiction, surtout en romance et tout, qui publient avec un titre en anglais pour faire genre, c'est traduit et du coup, c'est stylé. Non, vous voyez pas passer des trucs comme ça? Ça fait 2-3 fois que je vois des livres où je me dis, ah tiens, c'est traduit de quelle, enfin, qui est l'autrice? C'est une autrice américaine? Non, non, c'est une autrice française, mais qui a choisi un titre anglais. J'ai pas vu ça, des titres. Non, attends. J'ai pas d'exemple, j'aurais dû chercher, Ouais. mais ouais, Nous, ça parce fait que des années qu'on le fait dans le manga, choisir des titres internationaux. Parce qu'en fait, de toute façon, très souvent, les mangas ont déjà des titres en anglais. Et comme on sait très bien que ça va être le titre à l'international, ouais. on garde des titres en anglais, quoi. Mais déjà, On je a trouve que c'est très, très peu de différent titres en français. entre avoir un manga auquel on met un titre anglais parce qu'on sait qu'il va tourner à l'international et Ouais, écrire un livre français avec un Oui, titre oui, anglais dans oui. l'objectif de faire appel à un certain fantasme Ouais. de la traduction américaine du livre qui a déjà marché à l'étranger, tu vois. Oui, oui, complètement. C'est une démarche de manipulation marketing complètement différente, je suis d'accord. Mais qui peut fonctionner en vrai, hein, et qui peut Carrément. s'avérer gagnante, ouais. Ouais, ouais. Bah, surtout que les titres anglais, ils sont souvent plus. L'anglais, c'est une langue qui est plus synthétique, qui est plus punchy, qui est plus dense. Donc pour des titres, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai cru que quand tu as commencé à dire ce truc-là sur ce phénomène, j'ai cru que tu allais parler du fait que tu voyais de plus en plus d'auteurs qui changent de titre au moment de leur passage en poche. Et finalement, c'est pas du tout ce vers quoi tu es allé. Non, et tu peux en parler, vas-y. Ouais, nous, ça nous arrive de temps en temps de donner une nouvelle chance à un bouquin à son passage en poche. Notamment quand, voilà, en grand format, c'était un peu en deçà de nos attentes. De dire, il y avait peut-être un truc qui n'était pas clair. Peut-être que la promesse n'était pas la bonne, justement. Après, c'est un mix titre et couve, donc c'est un peu toujours difficile de savoir quel argument a pas fonctionné. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des trucs. Alors, en termes de référencement, c'est pas pratique pour lier les fiches sur les sites marchands, mais, mais cependant, c'est quand même intéressant. Voilà. Ok, moi je peux vous raconter les 3 histoires de mes 3 titres qui sont des méthodes très différentes. Sur mon premier roman, mon titre de travail, et qui est d'ailleurs toujours mon titre de travail dans ma Dropbox, c'était La sorcière, la pirate et le pistolero. Parce qu'il y avait un aspect conte avec la reprise des archétypes, et on avait les 3 points de vue. Mais mon éditeur trouvait que c'était pas vendeur. Alors que, par exemple, Léo Henry, qui est un auteur publié qui faisait partie du jury, puisque ce roman a aussi été publié dans le cadre d'un concours, lui adorait ce titre. Donc déjà, on voit là qu'il n'y a pas vraiment de vérité universelle et qu'il y avait il n'y avait pas conflit, mais voilà, en gros, c'est l'éditeur quand même qui a le dernier mot. Ouais, Laetitia? T'as raison, moi je me souviens également, mon éditrice, elle aimait beaucoup Celle qui fuit les loups. C'est pas elle qui a. Ouais, c'est ça, c'est que. Donc, Ouais.
Donc, ouais, moi, je voulais éviter, encore une fois, le machin de trucs. Et donc, j'ai fait la liste des titres que j'aimais dans ma bibliothèque pour voir un peu, voilà, ce qui me plaisait. Donc, voilà, La main gauche de la nuit, Le chagrin du roi mort. Donc, je voyais que j'aimais bien des trucs un peu concrets qui évoquaient un truc visuel tout de suite. Et j'ai fait aussi tout simplement une liste de mots-clés, de choses importantes qu'il y avait dans le roman. Et voir comment je pouvais les symboliser justement par des choses concrètes. Donc, par exemple, il y a une sécheresse dans le roman. Et donc, j'ai proposé toute une série de titres, par exemple, L'île aux fontaines de poussière, L'île aux fontaines asséchées, de la poussière dans les fontaines. Avant toute la vibe, donc on était en 2020, j'avais proposé une île de poussière et de masques. Le masque et la carapace, parce que voilà, ça parlait d'une sorcière masquée, la carapace par rapport aux, entre guillemets, tortues. Aux tortues, ouais. C'est un peu le masque et la plume, j'aime bien. Ouais. Le cœur battant du monde, parce que c'est une expression qui vient dans le roman pour désigner l'île justement sur laquelle se passe le roman. Et Dernier jour d'un monde oublié, puisque c'est les 12 derniers jours d'un monde qui a été oublié. Et donc, c'est ce titre-là qui a été retenu. Et que j'aime bien aussi parce que y a une allitération, comme dit Léa, qui a Très beau titre. Dernier jour d'un monde oublié. Ça fait 8 syllabes, voilà, ça. Ouais, Il y a un rythme, voilà. Mais puis ça pose une énigme. Tu te dis pourquoi c'est les derniers jours, pourquoi est-ce qu'il a été oublié. Enfin, tout de suite, ça te met ton imaginaire en branle et je pense que ça fait que c'est un bon titre, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ça m'aide aussi, tu vois, à le pitcher. Par exemple, quand je suis en salon, Dernier jour d'un monde oublié, on sait que c'est les derniers jours, c'est un effondrement, mais la question c'est pourquoi, comment on en vient là. Mais il y a quelques jours, j'étais en dédicace et je discutais avec des lectrices et mon éditeur avec moi. Il disait, ouais, mais c'est quoi, par exemple, en ce moment, les trucs qui vous plaisent dans les livres? Parce que justement, il était en train de chercher un titre français pour une autrice qui va traduire. Et elle disait, nous, ce qu'on adore en ce moment, c'est les sorcières, les pirates. Et du coup, mon éditeur a explosé de rire en disant, finalement, la sorcière, la pirate et le pistolero, peut-être que ça se serait bien vendu. Donc, voilà, peut-être que ce titre-là, à l'époque, il n'était pas vendeur, mais qu'aujourd'hui, il marcherait. On ne peut pas savoir. On fait, je pense, avec des intuitions, des goûts perso, une certaine connaissance du marché à un instant T, mais sur les titres, il n'y a pas trop de vérité universelle. Alors, Du thé pour les fantômes, c'était complètement différent. Ouais. Donc, ce roman m'a été inspiré par un poème. Le dernier vers, c'est « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et du coup, pendant très longtemps, le roman s'appelait comme ça. Et dans la Dropbox, il s'appelle toujours « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et voilà, avant d'envoyer à mon éditeur, j'ai choisi d'abréger parce que c'était quand même très long. En Du thé pour les fantômes. Voilà, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et Porcelaine sous les ruines, on en a discuté ensemble, on a brainstormé toutes les 5. À la base, j'étais partie, pareil, c'était en 2022, fin 2022 que j'ai commencé à l'écrire, donc il n'y avait pas encore trop, on n'avait pas vu encore 30 000 romans avec un machin de trucs et de bidules. Et dans mon carnet, j'avais commencé à écrire un archipel de... Et je ne savais pas quoi mettre derrière. Mais voilà, au bout de quelques mois, je me suis dit non, c'est déjà trop cliché. Et dans ma Dropbox, il s'appelle toujours juste l'archipel. Et on avait brainstormé tout ensemble quand on était en balade dans la forêt de Brocéliande. Je vous avais dit, voilà, j'aimerais bien avoir 2 éléments forts dans le titre pour représenter les 2 personnages, puisque c'est une romance. Donc, un élément qui représente l'héroïne, qui, elle, contrôle tout ce qui est blanc, qui est plutôt dans quelque chose de délicat, et le héros, quelque chose de plus sombre. Voilà. Et donc, on avait cherché des objets, des matières, des choses qui pouvaient symboliser un peu ces 2 trucs-là. Je crois que pour le blanc, le côté blanc, on avait imaginé la neige, on avait imaginé les eaux, il y avait plusieurs trucs blancs comme ça qui étaient ressortis, et on s'était arrêté sur porcelaine parce qu'en plus, ça permettait de représenter le thé, qui est un élément très présent dans le roman. Et les ruines, ça je peux pas trop en parler parce que ça spoil, mais... Et en plus, et après, voilà, donc on avait trouvé ces 2 éléments, et après, je les avais justement retournés dans ma tête en voyant comment les juxtaposer. Est-ce que c'était la porcelaine et les ruines, de la porcelaine et des ruines? Et j'avais trouvé porcelaine sous les ruines parce qu'il y a une scène dans le roman où on voit vraiment de la porcelaine sous des ruines, et qui est une scène clé en plus. Donc voilà, j'aimais bien, ça marchait. Et voilà. Donc j'espère que ces petites histoires de titres et de choses éliminées, ça vous a inspiré, que ça vous a donné à réfléchir sur vos propres textes, vos propres titres, sur les différentes possibilités qui existent aussi, parce que des fois on ne se rend pas compte. Quand on voit un titre arriver, voilà, typiquement les rumeurs d'Issard, on se dit oui, c'est évident, les rumeurs sont au centre du récit, mais en fait, avant de capter que c'est les rumeurs au centre du récit, d'ailleurs, c'est toute une réflexion
de la part de l'auteur. Donc, quand on a tous les détails de son texte en tête, c'est pas évident d'arriver à trouver un élément qui ressort. D'où le fait que voilà, brainstormer aussi avec d'autres et demander, faire plusieurs propositions à des proches, à des gens, leur demander ce que ça leur inspire aussi. Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, il n'y a pas de vérité universelle et je pense que c'est important de trouver un titre sympa quand vous démarchez des éditeurs, mais de toute façon, c'est peut-être pas le titre qui sera gardé, donc pas trop de pression là-dessus non plus. Merci beaucoup les filles. Merci d'avoir préparé vos meilleurs titres et vos pires titres pour partager ça ensemble. Ouais. On se retrouve début mai, donc le premier dimanche de mai, ce sera le 5, pour la 23e réunion du club. Salut! Salut! Et on n'a pas dit de mots à mettre en commentaire? Ah oui! Bah alors allons-y, faisons-le maintenant. Quel mot on demande à nos auditeurs de mettre en commentaire s'ils ont écouté jusqu'au bout? T'as dit quoi, Marie? Pistolero. C'est Pistolero. Ouais. Mais oui, parce que c'est le vieux marchand, non? C'était pas le vieux marchand? C'était pas la sorcière la pirate et le vieux marchand. Ah si, t'as raison. Si, bah tu t'en souviens même pas. J'étais choquée quand t'as dit le pistolero. J'étais là, mais c'est qui le pistolero? C'est Papy Arthur, le troisième personnage. Moi, j'ai bugué aussi, ouais. Parce que je pense que pendant longtemps, c'était le pistolero et qu'après, c'est passé au vieux marchand. Ah, d'accord. Okay. Mais on peut quand même mettre un pistolet, truc pistolet, pim pam poum, pour... ouais, voilà. Tu dégaines tes bons mots pour écrire des titres. Je ne sais pas. Mettez-nous un petit emoji pistolet. Alors, je crois qu'il n'y a que des pistolets à eau dans les emojis. Ou un cow-boy. Ou un chapeau de cow-boy, voilà. Ou un chapeau de cow-boy. Bisous. Salut. Salut.